C'était aujourd'hui, il y a un peu plus de 10 ans, l'attentat le plus meurtrier que notre pays n'ait jamais connu. 130 morts, près de 500 blessés, sans oublier ces 2 survivants qui se sont suicidés dans les années qui ont suivi. Une nuit de l'horreur dans Paris, le Stade de France, les terrasses du Petit Cambodge, du Carillon, de la Bonne Bière, de la Casa Nostra, du comptoir Voltaire, de la Belle Équipe, le Bataclan. Une attaque terroriste marquée autant par son ampleur que par sa dimension symbolique, avec l'attaque de ces lieux de loisirs, incarnation d'un mode de vie occidental, européen, profondément parisien. Ce soir-là, il faisait beau, presque chaud, il y avait comme un air de sursis avant la froideur de l'hiver, mais dans ce Paris, en fait, la mort a fait irruption. Après le temps du deuil et du recueillement, est venu le temps de la justice, avec ce long procès, nommé V13. 148 jours d'audience, 20 accusés, dont 14 présents, 1765 parties civiles, 330 avocats. Là encore, des dimensions hors normes, au point qu'une salle a dû être spécialement aménagée. 750 mètres carrés pour 550 places. Une salle qui servira aussi pour le procès de l'attentat de Nice, mais qui, après, est vouée à disparaître. Le verdict a lui aussi été exceptionnel, car s'il a reconnu une hiérarchie des responsabilités, limitant ainsi la tentation pour les condamnés de faire appel, il a, fait rare, appliqué la théorie de la scène de crime unique, qui permet donc de rendre chacun des terroristes responsable de l'ensemble des actes. Si ce procès a permis aux victimes et à leurs proches d'avancer dans leur processus de reconstruction et de deuil, il a aussi permis de comprendre dans le détail le déroulé précis des événements et l'organisation de cette série d'attentats. Et nous en sommes restés là. 10 ans après, nous n'avons pas exploré les raisons profondes qui ont conduit à un tel drame. Pourtant, la personnalité centrale de ce procès avait de quoi nous inviter à une introspection et à une analyse en profondeur du phénomène djihadiste, en particulier de son incarnation dans nos pays européens. Seul survivant du commando, présent sur la scène de crime, Salah al-Islam a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a été celui qui a déposé les kamikazes au Stade de France. Il était vêtu d'un gilet explosif qu'il n'a volontairement pas fait exploser et il a participé à l'organisation des attentats. Resté muet durant toute l'enquête et sa détention provisoire, l'homme était attendu, du moins sa parole. Loin d'être un fou ou un imbécile, il s'est révélé avoir une personnalité banale, presque médiocre. Son discours n'avait pas le ton d'un homme galvanisé, mais celui d'un militant convaincu rationnellement de son combat. Il a expliqué avec un ton posé que ces attentats étaient une réponse aux frappes anti-Daesh de la coalition à laquelle appartenait la France. Et ce qui aurait dû retenir plus particulièrement notre attention, c'est la manière dont il est parvenu, avec subtilité toutefois, de faire de ce procès une tribune pour défendre l'islam politique et militaire, prophétisant même la victoire de l'islam, un islam rigoriste et radical. Et nous aurions dû nous inquiéter quand il a affirmé qu'en Europe, il y a des gens qui ont prêté allégeance à l'État islamique, des gens discrets maintenant, mais qui vont s'activer à un moment. Le temps du risque terroriste sur notre territoire, au lendemain du verdict, dès le 29 juin 2022, 3 ans après la mort de l'État islamique, n'est donc pas éteint. Salah Abdeslam nous l'a annoncé. Les faits lui donnent raison puisque chaque année, la France déjoue des attentats sur son sol. Rien que 15 depuis 2024 selon la DGSI. La menace est donc encore là. Pourtant, nous n'avons pas exploré les causes profondes de ce phénomène qui, comme le rappelle le politologue Hugo Micheron dans le podcast de France Inter, Anatomie d'une menace, n'est pas exogène, mais endogène. Les terroristes du 13 novembre étaient certes dotés du logiciel djihadiste, mais aussi de notre propre logiciel. Une grande partie d'entre eux a été éduquée dans nos écoles, connaît, à défaut de partager, ce que l'historien Philippe Ariès appelle notre non-conscient collectif. Il y a donc urgence à travailler cette question, car notre société est confrontée à un durcissement de l'opinion d'une partie des jeunes musulmans. Selon le sondage IFOP de cette semaine, 21% des 15-24 ans pensent que la charia doit être appliquée intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. Dans cette tranche d'âge, particulièrement courtisée par des imams en ligne, 42% éprouvent de la sympathie pour une des mouvances islamistes. Pas étonnant alors que la DGSI, encore, annonce que 70% des arrestations pour des affaires terroristes
concerne des jeunes de moins de 21 ans. Ce sont, tous âges confondus, 3% des musulmans qui éprouvent de la sympathie pour la version sanglante de l'État islamiste, offrant ainsi un vivier potentiel de recrutement de plus de 140 000 personnes. Pourtant, nos programmes de déradicalisation sont fragiles, de campagnes de prévention inaudibles. Le bouclier de la laïcité a fait la preuve de son inconsistance devant la séduction qu'exerce cette idéologie qui offre une vision radicalisée de l'identité, qui offre un projet exaltant car archaïque et mortifère. Alors que nous avons osé affronter la banalité du mal quand il s'est agi des idéologies totalitaires du XXe siècle, devant cette idéologie de mort qui embrigade notre jeunesse, démunie, nous faisons preuve de lâcheté. Après le temps du deuil, du recueillement, de la justice, de la commémoration, il est urgent donc que s'ouvre le temps du politique. Pas de la politique politicienne qui se contente de mettre le sujet sous le tapis en invoquant la misère économique et sociale, mais de la politique qui s'appuie sur la philosophie et l'anthropologie pour mener le combat culturel qui seul peut réintégrer tous les jeunes de notre pays à notre culture. Enfin, je dis ça, je dis rien.